Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le coup d'envoi de Soir Info en ce lundi soir. Je suis ravi de vous retrouver. Mes invités, je vous les présente dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à minuit pour parler, débattre de tout ce qui fait l'actualité. Mais avant cela, donc, c'est Barbara Durand pour quelques secondes d'actualité. En Ukraine, l'évacuation des civils s'est poursuivie. Ce lundi, à Mariupol, il devrait arriver dans la soirée dans la ville de Zaporijjia, située à 200 km. Ce week-end, une centaine de personnes ont été évacuées de l'usine Azovstal. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président Zelensky. Nous avons enfin réussi à commencer l'évacuation de personnes d'Azovstal. Après de nombreuses semaines de négociations, après de nombreuses tentatives, différentes réunions, personnes, appels, propositions. Enfin, il n'y a pas eu un seul jour où nous n'avons pas essayé de trouver une solution pour sauver notre peuple. Pour sanctionner la Russie de son invasion en Ukraine, l'Union européenne réfléchit à un embargo progressif sur le pétrole russe. Les 27 réunis ce lundi devraient organiser un calendrier de nouvelles mesures dans la semaine. Ensemble, ils réfléchissent à sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes. Les précisions avec la ministre française Barbara Pompili, présidente de cette réunion. Tout le travail que nous faisons actuellement est un travail pour justement ne plus être dépendant du gaz russe. Et c'est un travail qui nécessite un certain nombre de mesures. Les premières mesures qui vont commencer à se mettre en œuvre le plus rapidement possible, c'est la question du stockage, puisque nous avions des réglementations différentes selon les pays. Et ces réglementations ne permettaient pas d'avoir une solidarité qui soit efficace. Puis Israël fustige les propos du ministre des Affaires étrangères russe sur Hitler, alors que la Russie martèle vouloir dénazifier l'Ukraine pour justifier son invasion. Sergueï Lavrov a affirmé que Volodymyr Zelensky, je le cite, fait valoir qu'il ne peut pas y avoir de nazisme dans son pays, comme lui-même est juif. Je peux me tromper, mais Hitler aussi avait du sang juif. Après cette déclaration, son homologue israélien a convoqué l'ambassadeur de Russie pour obtenir des clarifications. Très peur. Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie sur ces propos hallucinants de la part de Sergueï Lavrov. Pour m'accompagner ce soir, Mathieu Slama, bonsoir, ravi de vous retrouver, essayiste, analyste politique à vos côtés. C'est une première dans Soir Info, ravi de vous rencontrer. Thierry Keller, journaliste, cofondateur du média Ouzbek Erika. Qu'est-ce que c'est Ouzbek Erika ? C'est un média de prospective. D'accord, on envisage le futur. Absolument. D'accord, et évidemment auteur également de Entre déclin et grandeur aux éditions de l'Aube. On est plutôt entre déclin ou entre grandeur là ? La sale question. La réponse est dans la question. Dans la modération, évidemment. De l'autre côté de la table, Philippe Benassaya, bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, député LR des Yvelines. William Tay va nous rejoindre dans quelques instants, président du groupe de réflexion Le Millénaire. Je vais saluer également Mathieu Vallet, qui est avec nous. Est-ce qu'il est déjà avec nous, Mathieu Vallet ? On va me le dire dans l'oreille. Merci beaucoup. Bonsoir Mathieu. Dans les rues de Paris, cher Mathieu Vallet, si... mes yeux ne me trompent pas, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. On va aborder l'actualité avec vous, notamment Mathieu, puisqu'on va beaucoup parler, notamment dans cette première demi-heure, de police. D'abord, ces manifestations aujourd'hui partout en France. Les policiers donc, se sont mobilisés en soutien à leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire après la mort de 2 personnes sur le Pont-Neuf à Paris. C'était le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle. Les syndicats de police qui plaident notamment pour une présomption de légitime défense. Le sujet est signé Mathieu Rio et on en discute tous ensemble donc. Les policiers en colère. Ils sont descendus dans la rue pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire. Il est poursuivi pour avoir tué 2 hommes après un refus d'obtempérer. Devant ses collègues à la tribune, le secrétaire général d'Alliance Police a visé directement la justice. Le problème de la police reste la justice et je vous remercie. Un slogan qui a été entonné plusieurs fois lors de la manifestation. Ce qui pose problème aux syndicats, c'est la qualification des faits, précise Johan Maras, un responsable d'Alliance Police. On ne comprend pas cette décision qui a été prise par les magistrats de partir sur une qualification la plus haute de meurtre où on laisse entendre qu'en l'état de l'instruction, la légitime défense ne serait pas retenue dans ce dossier. Un ami du policier mis en examen, commerçant dans le quartier, s'est joint à la manifestation pour le défendre. C'est un gentil garçon et dernièrement il a sauvé une dame. Il a plongé à moins 2 degrés, l'eau il était à moins 2 degrés, il a sauvé une vieille dame il a failli se noyer, voilà. Et j'espère qu'il ne va pas y aller en prison, quoi. Même mobilisation dans d'autres grandes villes, comme sur ces images à Bordeaux et à Marseille. Le syndicat Alliance revendique plusieurs milliers de policiers mobilisés partout en France.
Mathieu Vallet, je viendrai vers vous dans quelques instants parce que je voudrais d'abord qu'on fasse un tour de plateau et que justement à partir des éléments qui vont être évoqués, vous puissiez réagir. Philippe Bennassaya, pour commencer, est-ce que vous comprenez l'émotion aujourd'hui dans les rangs de la police? Est-ce qu'il y a, c'est ce qu'il dénonce d'une certaine manière, à demi-mot, une systématisation de la remise en cause des interventions policières dans notre pays? Totalement. Totalement. Je trouve que dans notre pays, depuis des années, on est en train de désarmer, on va dire, moralement la police. C'est-à-dire qu'on ne lui donne plus une chance de pouvoir exercer l'ordre, parce que c'est quand même un des critères, un des piliers de la République, l'ordre et la liberté. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors les pompiers, les gendarmes sont constamment caillassés, frappés. On a vu les pompiers au 1er mai, je pense qu'on va en reparler. On va y venir dans quelques instants. Je trouve qu'il y a, dans des courants, bien sûr, politiques bien ciblés, une sorte de remise en cause du métier de policier, une remise en cause de l'autorité et de l'ordre. C'est-à-dire ce sont deux piliers que certains, aux extrêmes, à l'extrême gauche, ne critiquent et remettent en cause parce que c'est dans leur ADN, c'est dans leur façon de voir la société. Et je trouve que moi, je suis presque un peu énervé, je vous dirais, de voir constamment les policiers se justifier sur ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont déjà beaucoup de critères qu'ils respectent dans les manifestations. J'ai vu même hier le pompier qui n'a même pas rétorqué, même pas répondu quand il s'est fait agresser parce qu'il savait que de toute façon, il ne fallait rien faire. Et c'est un peu la même chose pour la police. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débordement. Il y a toujours des débordements quand il y a 4000, 5000 personnes et 300 ou 400 policiers. Mais je dis qu'il faut soutenir notre police parce qu'il faut soutenir une police républicaine, une police de l'ordre, une police de l'autorité. Maintenant, il faut arrêter de désarmer à chaque fois moralement cette police qui va devenir de plus en plus une police qui ne sert à rien, quoi. Donc ça devient ridicule, quoi. Mathieu Slama, présomption de culpabilité quasi systématique pour les policiers dans notre pays? Moi, j'ai un regard un petit peu différent, forcément, de ce que vous venez de dire. Alors, d'une part, on peut comprendre évidemment la colère par rapport notamment à cette fameuse, c'est la qualification d'homicide volontaire. D'homicide volontaire qui, en effet, peut créer... C'est ce qu'on ne comprend pas, et c'est la genèse, j'ai envie de dire, de la colère des policiers. Voilà. On le vérifiera avec Mathieu Vallet dans un instant. Ça, à la limite, on peut l'imaginer. On peut tout à fait comprendre qu'il y ait en effet une incompréhension par rapport à ça. Encore que, rappelons quand même qu'il y a une enquête qui va être menée, qui est en train d'être menée, avec la présomption d'innocence, dans le respect de l'état de droit, etc. Donc, il faut quand même le dire aussi que l'état de droit est respecté dans toute cette histoire. Ça, c'est quand même très important à dire. Bon. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que c'est une chose, en effet, d'exprimer une colère. Personne ne remet la question de la mise en examen. Hein. Oui, personne ne remet en question la mise en examen. C'est surtout la qualification d'homicide volontaire. Vous avez raison. Juste, moi, je suis un peu dérangé quand j'ai entendu donc, les syndicats de police, et notamment Alliance et Synergie, je crois que c'est les deux syndicats qui, d'une part, je trouve qu'il y a un discours anti-justice qui consiste à dire finalement on ne fait plus confiance à la justice joue contre nous d'une part, et deuxièmement, en gros... Alliance l'a dit clairement, hein, le problème de la police, c'est la justice. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est un discours qui m'embête un petit peu, parce que la justice, à mon sens, fait son travail du mieux qu'elle peut. Alors, je ne dis pas que des fois, elle ne se trompe pas, mais que, au fond, je trouve que c'est un peu dangereux d'avoir cette espèce d'opposition police-justice qui, à mon sens, ne se fonde pas totalement, en tout cas, sur des faits très concrets. Et deuxièmement, ce qui m'inquiète le plus, et c'est là où je pense que c'est le sujet fondamental de notre discussion, c'est évidemment cette notion de présomption d'innocence dans le... présomption de légitime défense. C'est ce que réclament les policiers, notamment à travers le syndicat Alliance aujourd'hui également. Ouais. Ça, moi, je trouve ça extrêmement dangereux, parce que ça veut dire, globalement, que si un policier utilise son arme et tue quelqu'un ou blesse quelqu'un avec une arme, on n'aura plus besoin de faire des enquêtes après pour voir exactement comment ça s'est passé. Et c'est ça, pour moi, qui, je trouve, est très dangereux, parce que d'une part, en effet, il y a la possibilité qu'il n'y ait plus d'enquête derrière, et puis deuxièmement, ça peut aussi désinhiber certains policiers. Certains, je dis bien certains, et ça peut nous amener à des dérives potentielles. Bon, il y a deux sujets en un là, dans ce que vous évoquez. Il y a cette défiance dont on parle entre deux institutions immensément importantes dans notre pays, qui sont à la base de l'ordre dans notre pays, à savoir la justice et la police, et cette question de la présomption de légitime défense. Je voudrais d'abord qu'on reste sur cette défiance pour ne pas tout mélanger et pouvoir traiter les choses les unes après les autres. C'est vrai qu'il y a ce sentiment malsain, et j'irai vers Mathieu Vallet derrière, que la justice est faible contre la délinquance, mais est forte avec la police. Voilà aussi ce sentiment aujourd'hui. D'abord, ça dépend des tribunaux, hein, c'est pas la même chose partout. Et puis, clairement, cette présomption de légitime défense, elle est extrêmement instrumentalisée
dans le débat politique aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'il va y avoir des élections professionnelles dans la police très bientôt, qu'on est entre un deuxième tour de présidentielle et des législatives. Tous les syndicats de policiers n'ont pas la même ligne. L'avocat du policier lui-même appelle à la modération. Donc je pense qu'il faut réellement se calmer. En fait, ce qui est vraiment dommage, c'est d'instrumentaliser ces sujets. Mais qui instrumentalise la police ? Là, pour l'instant, la police, et puis nous-mêmes, quand on en parle, on met de l'huile sur le feu. Je veux dire, il n'y a pas de procès, il n'est pas aux assises, il y a une enquête. Très certainement, je ne m'avance pas trop, mais très certainement, la légitime défense sera plaidée et reconnue. En tout cas, c'est... Et vous n'en savez rien, et moi non plus. Non, et la qualification première d'homicide volontaire pose vraiment cette question, parce qu'on en a parlé en fin de semaine dernière, quand on avait la mise en examen. Vous pouvez partir. Donc ça s'appelle un homicide volontaire. En justice, il est beaucoup plus simple de partir d'une qualification mineure à une qualification majeure, plutôt que l'inverse. À savoir de partir de l'involontaire pour l'amener au volontaire si l'enquête le dit, que l'inverse. Et là, on part du volontaire. C'est ça qui exacerbe la colère des policiers aujourd'hui. Alors, j'accueille William Tay, qui vient de nous rejoindre, président du groupe de réflexion Le Millénaire. Si vous le voulez bien, cher William Tay, je vous donnerai la parole juste après avoir entendu Mathieu Vallet, qui est avec nous. Vous vouliez finir votre phrase ? Alors, finissez votre phrase et Mathieu Vallet vous répond. Vous nous cordérisez à être dans le camp des dits laxistes, là où il faudrait défendre la police coûte que coûte. Et je veux dire, c'est dommage d'en arriver là, parce que, comme vous l'avez dit, monsieur, les pompiers, les flics, les magistrats, les médecins, ceux qui sont en première ligne, sont traités de la même manière par les enseignants. Les enseignants, évidemment. Et donc, si vous voulez, si on commence à être les uns contre les autres face à des problèmes réels dans la société, on ne va jamais s'en sortir. Et ce ne sont pas des tiers qui mettent la police et la justice les uns contre les autres, ce sont des policiers qui se plaignent du traitement de la justice. Donc, ce sont des parties prenantes. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas un policier qui s'est fait caillasser, c'est un policier qui a braqué son arme vers une voiture qui venait vers lui et qui a tué des gens. D'un point de vue purement juridique... Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse ? Qu'il se laisse rouler dessus ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait ? Simplement que pour l'instant, il n'est pas... Il entame un dialogue ? Il n'est pas condamné. Non, il n'entame pas un dialogue. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le môme a 24 ans. Donc, c'est ça, le môme, c'est très bien choisi. Le môme, c'est pas ce qu'il faut faire dans ces moments-là. C'est un môme. Et je suis pas sûr que ce môme, pour répéter vos propos, se lève le matin en se disant je vais aller tuer des gens. C'est évident. Et je préfère être à ma place qu'à la sienne. Il doit être traumatisé. Il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Simplement, est-ce qu'on pourrait ne pas instrumentaliser ce jeune homme pardon pour le môme. Est-ce qu'on pourrait ne pas l'instrumentaliser et faire confiance, oui, à la justice, dès lors qu'il n'est pas encore aux assises, il n'a pas été condamné, et que l'acte de tirer sur quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, ça s'appelle un homicide. Mathieu Vallet, je suis persuadé que ce tour de table vous a donné des arguments et que vous avez envie de répondre, notamment à Thierry Keller qui vient de s'exprimer en dernier. Non, mais la qualification des juges d'instruction, elle est glaciale. En fait, on part du principe que le policier a voulu tuer, a voulu commettre un meurtre sur ces deux personnes. Vous l'avez dit, c'est un refus d'obtempérer il y a un an toutes les 30 minutes. Aujourd'hui, c'est toutes les 20 minutes. C'est devenu un sport national pour une partie des voyous de plus s'arrêter. Et non seulement avant, ils ne s'arrêtaient plus, mais aujourd'hui, ils sont prêts à écraser, à shooter, à démonter un policier pour pouvoir ne pas se faire arrêter. C'est ça aujourd'hui qui est glacial pour les policiers. Moi, j'estime que les juges d'instruction auraient pu enquêter de la même manière en retenant l'homicide involontaire, en tout cas pas l'homicide volontaire. Ça aurait donné un signal fort. Et évidemment, aujourd'hui, moi, je soutiens ce policier qui, en un dixième de seconde, a dû prendre une décision pour protéger d'abord la vie des autres, parce que c'est ça l'abnégation du métier de policier, c'est d'abord penser aux autres avant sa vie, et après sa vie. C'est ça aujourd'hui la réalité. Ce policier, il est mis sur le banc des accusés avec une accusation assez forte pour l'instant. Moi, on me dit que ça vaut pas grand-chose. Bah si, il y a des faits pour l'instant sur lesquels on enquête qui visent à dire qu'il a voulu tuer ces gens sciemment. Non, il a voulu protéger sa vie et celle des autres en un dixième de seconde. Et c'est ça aujourd'hui, c'est que les policiers sont ulcérés et excédés par le fait qu'une présomption de culpabilité pèse sur eux par rapport à la présomption d'innocence qui, je le rappelle, doit prévaloir pour tous les citoyens. On a l'impression d'être des sous-citoyens, des sous-hommes, quand c'est pas des partis politiques qui nous stigmatisent, c'est parfois la justice qui nous met au banc des accusés. Il faut faire confiance aux policiers. 72% des Français nous font confiance, ils savent le sacrifice des femmes et des hommes qui portent l'uniforme pour les protéger, et c'est ça qu'on veut dire ce soir. Est-ce que sur la présomption de légitime défense, Julien, je vous réponds tout de suite, ça va très vite. Si vous voulez bien, Mathieu, on va finir le tour de table et on va surtout faire un point sur l'actualité parce qu'il est 21h16 et on poursuit évidemment cette conversation passionnante. Barbara Durand, l'actualité.
Pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire, 16 millions de volailles ont été abattues depuis le mois de novembre en France. Un nombre d'abattages record suite à une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire. Le ministère de l'Agriculture précise que le pic de l'épidémie a été passé fin mars et que l'épizootie décélère. En Ukraine, l'armée ukrainienne a revendiqué ce lundi la destruction de 2 patrouilleurs russes près de l'île aux Serpents, en mer Noire, lieu symbolique de la résistance ukrainienne. Vidéos et images satellites à l'appui, l'armée ukrainienne dit avoir utilisé des drones développés en Turquie, nommés Bayraktar, pour frapper les 2 Raptors russes. De son côté, Moscou n'a pas confirmé l'information. Et puis, Washington espère le retour des diplomates américains à Kiev d'ici la fin du mois. Ils avaient quitté la capitale ukrainienne quelques jours après le début de la guerre. La priorité est la sécurité du personnel. Si les agents de sécurité nous disent que l'on peut revenir à Kiev, alors nous y retournerons. C'est ce qu'a assuré la chargée d'affaires américaine. Retour sur ces mobilisations à Paris, un peu partout en France, d'une grande partie des forces de l'ordre en soutien à leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire après la mort de 2 personnes sur le Pont-Neuf à Paris le 24 avril. William Teh, qui nous a rejoint il y a peu de temps, vous a pas encore entendu sur cette question. On le disait en début d'émission avant que vous arriviez. Et là, il y a un consensus évidemment total. Personne ne remet en question la mise en examen de ce policier. Il doit y avoir une enquête après un drame que constitue la mort de 2 personnes. En revanche, les forces de l'ordre trouvent insupportable qu'un policier soit mis en examen pour meurtre alors qu'il agit dans le cadre de son travail pour se protéger lui-même ainsi que ses collègues. Est-ce que vous partagez l'émotion, vous comprenez l'émotion et la colère des policiers ces derniers jours? Oui, moi je suis d'accord avec les policiers dans la mesure où le contexte a évolué. Parce qu'en fait, la République a adopté des lois dans un contexte où en fait la justice devait se poser comme un garant et comme un contre-pouvoir par rapport à l'action policière, notamment pour éviter la question des dérives. Mais les textes ont été adoptés il y a 30, 40 ans et désormais les textes ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Quand vous regardez la situation, vous avez quoi? Vous avez une contestation de l'autorité d'une grande partie de la population, de certains quartiers en tout cas, qui contestent l'autorité, mais pas uniquement des policiers, des pompiers, des maires, des représentants de la force publique. Et face à ça, en fait, on n'a pas de moyens pour pouvoir se défendre parce que d'une part, il n'y a pas de présomption de légitime défense pour les policiers, c'est le premier point. Et deuxième point, le droit ne s'est pas adapté à l'évolution de ce contexte. Et puis surtout, on ne s'est pas interrogé sur le point essentiel, qui est la question du recrutement des magistrats. Parce qu'en fait, les magistrats se sont profilés, notamment avec le syndicat de la magistrature et l'école nationale de la magistrature, comme un contre-pouvoir au pouvoir exécutif et notamment pour éviter la question des dérives. Mais on n'est pas dans ce contexte-là, on n'est pas dans les années 40 où il y a un risque fasciste, où il y a un risque néo-nazi. Donc moi je pense que tant qu'on ne remettra pas en cause la question du recrutement des magistrats, on n'arrivera pas à résoudre cette équation insoluble et ce dilemme entre la police et le conflit avec la justice. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut à terme changer les règles de droit, notamment dans certains quartiers. Moi, je pense qu'il faut avancer par des droits spécifiques, notamment pour reprendre la question des quartiers, la reconquête des territoires perdus de la République. C'est-à-dire qu'il faut accorder des droits spéciaux aux policiers pour pouvoir reprendre ces quartiers, notamment parce que le droit unitaire, quand vous avez c'est le principe égalitaire en France en droit... On va voir la Constitution, là, parce que... Non, justement, je vais avancer. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, en France, vous avez un principe qui est le principe d'égalité. C'est-à-dire que vous avez la même application de la loi partout sur le même territoire. Mais seulement, les territoires sont différents. Et c'est pour ça que, notamment, des élus locaux demandent des droits différenciés en fonction des territoires parce que vous avez des circonstances locales qui ne sont pas les mêmes. Donc moi, je pense sur quoi vous vous basez? Parce que là, vous ouvrez une porte qui... Oui, mais je pense qu'il faut aboutir à ce type de réflexion parce que si par cas, vous ne vous posez pas les bonnes questions, on refera une nouvelle émission dans une semaine avec de nouveaux drames malheureusement parce qu'on n'aura pas abouti aux bonnes questions. Donc je pense qu'il faut à terme avancer sur une réflexion au moins et réfléchir à cette question-là parce c'est très intéressant. C'est la question des états généraux de la justice. On n'a pas abordé la question des droits différenciés en fonction des territoires. C'est très intéressant et je voudrais qu'on reste vraiment précisément sur le sujet. Et vous l'avez évoqué également, cette alliance qui milite, donc le syndicat Alliance qui milite pour l'inscription dans la loi d'une présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. C'était aussi l'objet de cette mobilisation aujourd'hui. Ça voudrait dire que ce serait à la victime, donc pour que les téléspectateurs comprennent bien, si cette présomption de légitime défense était votée, était appliquée, existait, ce serait à la victime de prouver qu'il y a une erreur et non aux policiers de se justifier. Le syndicat de la magistrature a réagi. Qu'induit la présomption de légitime défense revendiquée par certains syndicats de police? Dans quel régime politique des policiers peuvent-ils blesser ou tuer et jouir d'une présomption qui les dispense de s'en expliquer? Je ne sais pas s'il y avait une deuxième page, on va me le dire dans l'oreille. Oui, alors on va voir la suite. Dans un état de droit, l'usage de la force se fait sous le contrôle du juge. Comment ce principe cardinal, garant de notre sûreté à tous, est-il devenu insupportable à des syndicats de policiers? Mathieu Vallet, en gros, ce que dit le syndicat de magistrature, c'est que vous demandez un permis de tuer. Oui, j'aime bien aborder l'histoire du syndicat de la magistrature qui est à l'origine du mur des cons. C'est vrai qu'en termes de légalité et de respect de la loi et notamment des gens, ils sont en bonne place pour être moralisateurs.
Non, il faut être sérieux. La présomption de légitime défense, elle existe déjà dans notre code pénal. C'est l'article 122-6, en fait, qui le prévoit quand vous êtes chez vous et qu'il y a des individus qui s'introduisent par effraction, par ruse ou violence. Là, vous êtes présumé, si vous utilisez la force, en état de légitime défense. Pareil pour des actes de pillage ou des actes de vol avec violence dans des magasins, notamment ou des commerces. Donc, vous voyez, il suffit d'appliquer en fait ce qui existe déjà aux policiers, aux gendarmes. Ça ne veut pas dire, j'ai entendu sur votre plateau, qu'il n'y aura pas d'enquête. Ça veut dire que les 60... Dans la loi, je comprends pas si elle existe déjà. En fait, elle existe déjà dans les situations que je viens de vous l'indiquer, sur des agressions. De la présomption de légitime défense, voilà ce qu'Alliance réclame alors. Oui, donc ce qu'on réclame en fait, c'est pas un permis de tuer ou c'est pas de faire nos rues à un western. Enfin, je rappelle déjà que la société à l'américaine, on l'a déjà par des voyous qui se permettent de tuer et qui ont encore montré hier lorsqu'on s'attaque à des pompiers qui viennent d'éteindre un incendie. En fait, l'idée c'est de dire on fait confiance à nos policiers, ils utilisent les armes pour nous protéger, pour protéger la vie des autres, et que lorsqu'ils sont amenés à le faire, c'est souvent en dernier recours et pas par plaisir, hein, c'est pour protéger des vies. À ce moment-là, pardon de vous couper, vous comprenez, et quand bien même on soutient la police et dans la grande majorité, encore une fois, les Français lui font confiance, vous comprenez que ça puisse poser des questions. Qui est à l'abri d'un mauvais geste, de péter un plomb, pardon pour l'expression, mais c'est vrai que ça déresponsabilise d'une certaine manière aussi. Est-ce qu'on peut comprendre un tout petit peu la défiance et les questions que pose l'éventualité de l'extension de cette loi ? Je vais vous répondre si vous ne me coupez pas. Cette présomption de légitime défense, elle n'empêche pas, c'est pas un souci, elle n'empêche pas qu'il n'y ait pas d'acte d'enquête, qu'il n'y ait pas d'investigation et que le policier n'aura pas à rendre des comptes. Simplement, on inverse la charge de la preuve. C'est à la personne qui s'estime que le policier n'était pas en légitime défense de le dire. Ça veut dire qu'on ne va pas bâillonner les gens, on ne va pas les sacrifier. C'est à eux qu'il faudra apporter les preuves et aux policiers qui auront beaucoup plus de soutien et beaucoup plus d'appui moral pour pouvoir protéger les gens sans se dire qu'ils seront d'entrée de jeu présumés coupables. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on était sur un équilibre, on pourrait se dire que tout fonctionne bien, sauf qu'on est dans un déséquilibre où les policiers sont systématiquement montrés du doigt, systématiquement mis au banc des accusés, systématiquement considérés comme des sous-hommes. Là, ce qu'on dit, c'est que moi, je suis désolé, avant même d'être policier, je fais confiance d'abord et avant tout à ceux qui portent l'uniforme pour me protéger, et pas à des milices, pas à des particuliers, pas à des gens lambda, parce que ces policiers sont formés, sont équipés, sont habilités à utiliser des armes pour nous protéger. Et quand je vous dis que cette présomption existe, et j'en finirai là, c'est simplement pour dire qu'on n'introduit pas quelque chose de nouveau et de complètement inconnu pour le droit. On le fait pour ceux qui nous protègent. On le fait avant tout pour ceux qui nous protègent. Si on ne le fait pas pour eux, on le fera pour personne d'autre. Et à chaque fois, vous l'avez dit souvent sur votre plateau dans les médias, on dit souvent, mais les policiers, ils sont là pour utiliser la force, ils devraient le faire beaucoup plus facilement quand ils sont agressés. On parlera peut-être des manifestations. Pourquoi parfois on a du mal à interpeller les casseurs? Pourquoi on a parfois des velléités pour y aller? Mais parce qu'on sait que systématiquement, entre les réseaux sociaux qui sont des véritables tribunaux à ciel ouvert, entre la vindicte populaire, la vindicte médiatique, voire la vindicte aujourd'hui judiciaire, c'est devenu un sacerdoce pour nos policiers à qui, je rappelle, on demande de tout régler, de tout s'occuper et surtout de gérer ce qu'on a mis sous le tapis. C'est bien compris. Ah bah ça va alors. Si j'ai été convaincant, c'est nickel. Vous étiez surtout long, mais convaincant aussi. J'étais plus court sur la première partie. Je vous taquine. Et on a besoin de vous justement sur ces questions et quand on parlera des manifestations du 1er mai également. Mais pendant que vous parliez, justement, j'ai vu beaucoup Thierry Keller réagir, des petites moues, des petits hochements de tête, Mathieu Slama aussi. Que vous inspire Alors j'ai vu le body language, mais je veux bien voir la suite. Non, mais moi je trouve ça dommage. Je comprends, ok, ils font un métier extrêmement difficile. Et personnellement, je préfère voir à mon coin de rue un policier qu'un délinquant. Donc il n'y a pas de débat par rapport à ça. Encore une fois, je veux pas qu'on tombe chacun dans ces caricatures. Je trouve ça dommage d'instrumentaliser un fait divers pour glisser dans la loi. Pardon monsieur, un fait divers qui se produit toutes les 20 minutes en France n'est plus un fait divers. C'est un fait de société. Qui instrumentalise? J'ai pas compris. Ah bah alors là, en l'occurrence, il s'agit je sais qui instrumentalise politiquement. Je peux vous répondre. Mais moi, je veux rien instrumentaliser. Non, mais pas vous. Mais non, mais je comprends bien. On instrumentalise par exemple. Qui instrumentalise? Là, en l'occurrence, c'est le syndicat Alliance qui instrumentalise et qui reprend une des propositions contenues dans le programme de Marine Le Pen. On peut le dire quand même. Ça, c'est l'instrumentalisation. Ouais, ça, je pense que c'est 2 points, une ligne, ça s'appelle en politique. C'est pas juste demander d'adapter des situations en fonction de la réalité. Justement. Mathieu Slama. Alors, j'ai coupé rapidement Thierry Keller. Je voudrais pas être désobligeant. Non, je vous laisse aller au bout. Non, mais vraiment, aller au bout, on a le temps, il n'y a pas de problème. Et Mathieu Slama prendra la suite. Non, vous aviez... mettre dos à dos le syndicat de la magistrature et le syndicat Alliance est typique de faire se confronter 2 positions caricaturales. Il est évident que le syndicat de la magistrature va réagir et va s'enflammer. Je veux dire, la question, elle n'est pas là. La question... Mais pourquoi il s'enflamme? Vous venez d'entendre un commissaire de police qui vous explique qu'il ne s'agit pas de leur donner un permis de tuer.
Oui, qui est aussi commissaire de police. Sûr, avant tout, avant d'être syndicaliste, oui, Mathieu Vallet est syndicaliste, il défend ses collègues, il fait son travail de syndicaliste. Il est en l'occurrence commissaire de police. Et il vous dit que cette extension de la loi que Alliance réclame et que par extension, j'imagine, lui aussi réclame, n'enlèvera jamais le fait qu'il y aura des enquêtes, qu'il faudra prouver que cette légitime défense est avérée et qu'il ne s'agit pas de donner un revolver ou un fusil d'assaut à des policiers pour tirer dans le tas dès qu'ils sont mécontents d'un comportement. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire et c'est a priori ce que personne ne souhaite dans ce pays parce que là, pour le coup, ce serait le Far West en effet. Ok, bon, peut-être qu'il vous a convaincu, pas moi. J'ai pas eu besoin qu'il me convainc et j'essaie juste d'apporter une contre-argumentation. Très bien, vous participez. Vous êtes donc pour la modification de la loi. Je ne suis pour rien, je suis pour essayer que les gens se comprennent, discutent. Vous parlez d'instrumentalisation et de faits divers. Quand un fait divers se produit toutes les 20 minutes dans notre pays, j'ai tendance à penser que c'est un fait de société. Et je comprends que des syndicalistes aient envie de changer les choses. Après, voilà, chacun a ses arguments et je passe la parole. Mathieu Slama. Pour avancer un petit peu, mais le syndicat de la magistrature a utilisé un mot qui, je pense, est essentiel, c'est état de droit. Et en fait, et ça va me permettre de vous répondre aussi si on a un état de droit en France, c'est pas pour rien. C'est pas pour faire joli, c'est pas... voilà. Si on a un état de droit, c'est parce qu'on est protégé par des règles qui sont fixes et qui nous permettent aussi à la fois de vivre sereinement, en sécurité aussi, mais aussi de vivre en évitant toutes les dérives, qu'elles soient sécuritaires ou autres. Je pense que tout ce dont on est en train de discuter, là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, à mon avis, d'un point de vue sécuritaire. Et je pense que ça illustre très bien ce qui, pour moi, est une vraie dérive sécuritaire de notre pays depuis des années. Cette présomption de légitime défense, ce serait une dérive sécuritaire. Pour moi, c'est une dérive sécuritaire qui, encore une fois, est totalement contraire à l'état de droit, premièrement. Et puis, deuxièmement, encore une fois, ouvre la porte. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Vous savez, c'est comme lors du Covid. Hein, c'est la même chose. C'est Mais on ouvre la porte, en fait, à des dérives. Voilà. Et en fait, il faut qualifier voilà, ce que vous appelez dérive. En prenant ce type de mesures... Quelle dérive En prenant ce type de mesures, d'une part, donc, comme on a dit, on envisage la possibilité qu'il n'y ait pas d'enquête après... des morts après des pardon, mais surtout après, encore une fois... Non mais partons sur du factuel. Partons sur du factuel parce que là, c'est fantasmé. C'est fantasmé ce que vous dites. Il y aura enquête. Je finis juste mon propos. Mais ensuite, ça peut encore une fois désinhiber certains policiers qui seront plus, on va dire, moins à même d'être prudents dans la réaction dans certaines situations. Et deuxièmement, quand vous dites, par exemple, de faire des droits différents en fonction du territoire, et je crois que c'était une proposition de Valérie Pécresse d'ailleurs, pareil, ça contredit totalement notre état de droit, le principe d'égalité devant le droit, et c'est des principes qui sont également essentiels, parce qu'encore une fois, on ouvre une porte, et là, encore une fois, c'est porteur d'énormes dérives. Il va de faire la pause, donc je vais demander à Philippe on ouvre une porte qui est terrifiante. On ouvre une porte qui est terrifiante. Vous avez employé le mot 6 fois de suite, je crois, d'état de droit. Pas besoin de la musique, les amis, je vais rendre l'antenne, vous inquiétez pas. 6 fois de suite, état de droit. Moi, je reprends la phrase qu'a dit Finkielkraut sur ce plateau, là, hier ou avant-hier, quand il est invité ici. L'état de droit est en train de crever l'État, de faire crever l'État. Donc vous êtes contre l'État? Non, commencez, ne caricaturez pas. Je dis qu'il y a l'État de droit, mais il faut écouter aussi les syndicats de police, il faut écouter les faits de société dont vous parliez toutes les 20 minutes en France. Il faut aussi arrêter. Depuis quand on stigmatise la police? Depuis quand on a un débat sur la police? Depuis que l'extrême gauche en parle depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans aujourd'hui. Avant, on n'en parlait pas. La police fait des efforts depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les critères sont énormes. On poursuit la conversation. Ils sont constamment surveillés, constamment contrôlés et constamment enquêtés. Donc, on est en retard. On va poursuivre la conversation dans un instant. Mathieu Vallet reste avec nous. On va évoquer les manifestations du 1er mai, l'Est parisien et principalement le boulevard Voltaire. La Nation, pour ceux qui connaissent Paris, porte les traces des violences d'hier. On y revient dans quelques secondes. À tout de suite, chers amis. Merci. La suite de Soir Info, on continue les débats avec mes invités, mais d'abord, on est un petit peu en retard, j'en suis navré. 21h32, le rappel de l'actualité, Barbara Durand. Alors que la gauche tente de trouver un accord en vue des législatives, La République En Marche accuse les Verts et les socialistes de renier leurs convictions. Hier, Yannick Jadot a conclu un accord historique avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. En Ukraine, l'évacuation des civils s'est poursuivie ce lundi à Mariupol. Il devrait arriver en fin de soirée à Zaporijjia, ville située à 200 km. Ce week-end, une centaine de personnes ont déjà été évacuées de l'usine Azovstal. Et puis, après avoir pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine et d'Europe, les forces russes assurent que tout va bien sur le site de Zaporijjia. Les portes de la centrale ont d'ailleurs été ouvertes hier à des journalistes de l'agence France Presse. La semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait jugé la situation préoccupante.
Et nous sommes toujours en compagnie de Thierry Keller, Mathieu Slama, Philippe Bennassaya, William Tay, Mathieu Vallet qui est avec nous par liaison vidéo. Et on parle maintenant du triste bilan de ces manifestations du 1er mai. D'abord matériel, une vingtaine d'enseignes, majorité des fast-food, compagnies d'assurance, agences immobilières, banques ont été endommagées. Une voiture fracturée aux alentours du boulevard Voltaire, c'est l'Est parisien. Les casseurs ont aussi, c'est surtout le trajet de la manifestation évidemment, les casseurs ont ainsi lancé des projectiles sur des policiers qui ont tenté de les dispersés à l'aide de lacrymogènes. 8 pompiers ont été blessés, 52 interpellations, 46 gardes à vue et une nouvelle fois la question des Black Blocs qui parasitent les cortèges des défilés. Pourquoi est-il si compliqué de les arrêter? Mathilde Moreau nous explique ce qu'est véritablement cette technique Black Bloc et pourquoi est-ce que c'est si compliqué, et on en discute avec mes invités. Des casseurs habillés tout en noir qui se rejoignent pour former un bloc et faire dégénérer les manifestations. Voici la stratégie de ceux que l'on appelle les Black Blocs, du nom de la tactique qu'ils appliquent. Une fois massés à plusieurs dizaines, ils récupèrent du mobilier urbain pour s'en servir comme projectile et appliquent une stratégie de chaos. C'est-à-dire qu'ils essayent d'agréger des gens qui ne sont pas des Black Blocs, mais qui vont se faire emportés par ce déferlement de violence. Et lorsqu'on en arrive à ce niveau de violence, bien souvent les Black Blocs, eux, sont déjà en train de se retirer de cette scène. Une organisation bien rodée qui commence bien avant la manifestation. C'est une anticipation sur le trajet du cortège, pour se trouver des emplacements pour cacher de quoi se changer en cas de besoin, de mettre des véhicules qu'on appelle nourrices aussi, pour faire des opérations caméléons, voilà, tout simplement, pour récupérer éventuellement du matériel aussi pour casser. Casser et piller. Exemple sur ces images où l'on aperçoit l'un d'entre eux utiliser un parapluie ouvert pour dissimuler un trou dans une vitrine. Certains en profitent pour s'y faufiler. Ainsi, les enquêteurs ne pourront pas remonter jusqu'à eux et les interpeller. Mathieu Vallet, toujours avec nous. Une question très simple, Mathieu Vallet. 20 000 manifestants hier pour 200, 300 casseurs maximum, 1500 forces de l'ordre mobilisées. Comment est-ce qu'on en arrive à des scènes pareilles ? Ouais, c'est très simple en fait. Hier, on avait prévu ces groupes à risque, on avait beaucoup de policiers engagés. Dès le début, place de la République, il y a eu un Black Bloc qui s'est constitué, que les policiers ont dispersé. Ensuite, sur le parcours, les organisateurs s'étaient engagés à gérer, encadrer, structurer le cortège de la place de la République à la place de la Nation, et on avait mis les forces dans les rues adjacentes. Donc on peut toujours faire mieux. Par contre, il n'y aura jamais zéro casse. Et je me permets, Julien, de faire une proposition ce soir, puisqu'on en parle très peu, et pour autant, dans le milieu du football que vous connaissez bien, ça a fonctionné. Moi, aujourd'hui, je veux bien comprendre que la liberté de manifester, de circuler est sacrée, sauf que ces Black Blocs, en fait, savent cette liberté. Dans les stades de foot aujourd'hui, on peut interdire à un supporter violent par le préfet de venir saccager les moments festifs et de joie, alors qu'on ne peut pas interdire le préfet, ces manifestants violents, ces voyous violents qui viennent s'immiscer dans les cortèges qu'on connaît bien, puisqu'une partie sont fichés sûreté, c'est-à-dire qu'ils sont connus des services de renseignement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pouvait le faire, ils pointeraient au commissariat pendant, avant et après la manifestation, de manière à ce qu'on puisse épurer de ces cortèges tous ceux qui viennent en fait pourrir le droit de manifester, des gens pacifiques, et en plus qui se font voler leurs revendications, parce qu'après, on ne parle plus que de ça. Donc, si on peut le faire pour le foot, si on a pu le faire pour les stades, et on peut le faire pour les manifestants, et on peut le faire pour les manifestations. Et j'en terminerai là. On me dit, oui, mais ça part atteinte à droit de circuler, mais enfin, pour aller de la maison au stade ou pour aller de la maison à un point de manifestation et manifester, c'est pareil, c'est la liberté de circuler. Donc il faut du courage politique, il faut nous donner les moyens de pouvoir mettre hors état de nuire ces Black Blocs, ces anarchistes, ces anticapitalistes, ces antifascistes, qui aujourd'hui, je le rappelle, l'extrême gauche, l'ultra-gauche, et la préoccupation et le problème majeur. Parce qu'on est suivi notamment par Sandra Buisson, que je salue, du service police-justice de CNews. Ce que vous dites, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, l'interdiction administrative de manifester. Le Parlement, sous le premier quinquennat Emmanuel Macron, a essayé de faire passer cette loi qui a été retoquée. Ah oui, écoutez, c'est très simple. Soit le Conseil constitutionnel il veut protéger les manifestants et permettre aux autorités d'avoir tous les outils juridiques pour empêcher ces voyous de venir s'immiscer dans les cortèges. On l'a fait pour les stades de foot. Bon, c'est peut-être plus important d'aller voir un match que de pouvoir manifester visiblement. Mais écoutez, ce qu'on propose, c'est que systématiquement, ceux qui sont condamnés par la justice pour avoir fait de la casse ou des agressions de policiers dans les manifestations, même de pompiers, puisqu'hier on a vu qu'on a aujourd'hui des pompiers qui se font agresser parce qu'ils éteignent un incendie, à ce moment-là, on systématise à chaque fois l'interdiction judiciaire de paraître dans les manifestations pour qu'on puisse réellement évincer en amont de ces manifestations et pas pendant qu'ils y sont ces voyous qui viennent pourrir notre démocratie.
Vous avez évoqué cette dame, cette femme qui a agressé ce policier. On le verra dans un instant parce qu'on va s'intéresser précisément au cas de cette dame et on va en discuter. Je voudrais qu'on voit d'abord une autre séquence. On a vu les images de ce McDonald's là, avec des planches de bois pour tenter de le protéger, enfin ce qu'il en reste surtout. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé ça hier après-midi. William, tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire, que ça fait 10 ans qu'on voit les mêmes images, en fait, à chaque fois qu'il y a une mobilisation. C'est mon propos précédent. En fait, l'idée de Mathieu Vallet est plutôt bonne, mais en fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'en fait, la liberté... C'est toqué par le Conseil constitutionnel. Oui, tout à fait, parce que la liberté de manifestation fait partie du préambule de la Constitution de 1946 et du coup du bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que même en réformant la Constitution, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir intégrer la mesure de Mathieu Vallet. Moi, j'ai trouvé une possibilité. Je pense qu'en fait, le seul moyen d'agir contre les Black Blocs, c'est de les déclarer comme organisation terroriste. Pourquoi est-ce que je les déclare comme organisation terroriste ? Parce que quand vous prenez la définition d'organisation terroriste, c'est faire passer un message politique à travers des violences et la terreur. Ce qui est la définition justement des Black Blocs, enfin déjà le Black Bloc n'est pas une organisation. C'est pas une organisation. Le Black Bloc est une technique. Oui, mais vous savez, c'est pourquoi une méthode. Non, voilà, pour reprendre Mathieu Slama. Oui, mais quand c'est même pas des gens les Black Blocs. Ce sont pas des gens. Quand vous prenez le terrorisme islamiste, on ne prend pas chaque organisation, définissant administrativement chaque organisation. Et le fait de pouvoir les déclarer, du coup, cette tactique et cette organisation comme organisation terroriste permet en fait aux policiers d'agir en dehors du droit commun pour pouvoir agir préventivement, alors que sinon en fait ils doivent être en cas classique. Pour le coup, c'est franchir un vrai cap. Non, mais franchir un vrai cap, parce que de toute façon, c'est la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt, est-ce que les Français sont prêts à tolérer à chaque fois, à chaque manifestation, des cas de violence ? Est-ce qu'on est prêt à associer des casseurs de vitrines, aussi néfastes soient-ils, à des terroristes ? C'est une question d'arbitrage, et c'est pour ça que je posais tout à l'heure la question de la réflexion. Est-ce que la liberté première, c'est la question de priorité ? Est-ce que c'est de maintenir l'ordre et de permettre la sécurité, qui est le fondement du contrat social et du pacte républicain qu'on pose, ou est-ce que c'est de garantir les droits individuels ? Moi, je pense que la première priorité, c'est d'assurer la sécurité des Français, de garantir la concorde et l'ordre en France. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, pour aider les policiers, il faut avoir une volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir politique soit prêt à prendre des coups pour défendre ses fonctionnaires et les policiers. Et si les policiers ne peuvent pas agir, notamment parce qu'en raison des règles juridiques, il faut les attraper sur le moment où ils commettent des délits et qu'ils ne peuvent pas agir préemptivement, il faut leur donner le cadre pour pouvoir agir. Et oui, effectivement, c'est risqué. Un pouvoir politique qui ferait ça prendrait des coups, mais je pense qu'il faut donner tous les moyens aux policiers pour pouvoir agir de façon préventive et donc du coup agir en déclarant comme organisation terroriste. Qu'en dites-vous, Mathieu Slama ? Déjà, et on fera le tour avec Philippe Benessaya et Thierry Keller. Très rapidement, mais déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le principe fondateur de notre République, c'est de la liberté. Et entre la sécurité et la liberté, moi, personnellement, je choisirais toujours la liberté et les droits fondamentaux. Ces gens-là entravent la liberté de manifester et les droits aussi. fondamentaux. Mais non, mais en termes d'arbitrage et en termes de qu'est-ce qui est le fondement de notre société. C'est pas le contrat social. Si, pour Rousseau, c'était la liberté. Rousseau, c'était la liberté, la chose la plus importante pour lui. Donc, non, vous avez très mal lu Rousseau, je suis désolé de vous le dire. Et au-delà de ça, je pense que vraiment le modèle républicain, vraiment, c'est la liberté d'abord. Le contrat social. C'est ça le sujet fondamental au fond, et c'est très bien que vous posiez ainsi. Je trouve que vous avez une manière d'assumer votre côté partisan de l'ordre et de la sécurité, qui je trouve est très bien, parce que vous au moins bien vous les gens qui assument, au moins, oui. Et je trouve que c'est suffisamment rare. Je me cache pas, oui. Bon, voilà, exactement. Vous ne cachez pas et vous le dites franco, et je sais très bien. Votre position, Mathieu Slama ? Ma position, elle est très simple. Au fond, pourquoi le Conseil constitutionnel a censuré, par exemple, l'interdiction préventive, administrative de manifester, c'est parce que la loi donnait le pouvoir au préfet de le faire, au préfet. Et c'est-à-dire que ça ouvrait la porte à toutes les dérives. Aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire seulement qui peut, de manière très exceptionnelle, le faire. Et là, c'est le préfet qui, de manière tout à fait arbitraire, peut décider d'interdire de manifester préventivement des individus sur des fondements qui sont tout à fait arbitraires. Et c'est ça, au fond, le sujet, c'est que vous ne voyez pas, je pense, toutes les dérives associées à ces choix sécuritaires. On ne va pas interdire à des gens au hasard de manifester. C'est à la justice. Ce sont des gens qui sont signalés. justice. Sinon,
c'est l'arbitraire. Pourquoi? Parce que c'est le fait du prince, c'est l'administration qui peut décider comme ça. Quand un préfet, ça se passe comme ça, un stade de foot, comme l'a rappelé Mathieu Vallet, c'est très bien passé. On n'a pas sifflé le... Vous ne voyez pas les brèches, encore une fois, les brèches qu'on ouvre dans l'état de droit et les dérives qu'on installe avec ce type de mesures que vous proposez, c'est-à-dire que ça peut permettre absolument tout et n'importe quoi. Quant à votre comparaison entre les militants d'ultra-gauche, parce que c'est les militants d'ultra-gauche et les terroristes, mais vous entendez. Alors j'aimerais bien que Philippe Bennassaya et Thierry Keller participent à la question. Alors vraiment très vite parce que vous n'êtes pas seul sur le plateau. S'il vous plaît, monsieur. Quand vous dites qu'il y a un arbitraire, c'est absolument faux, parce que quand un préfet prend une décision, c'est susceptible de recours. Ça veut dire que la personne qui sera interdite de manifestation, a le droit de faire un recours devant le Conseil d'État ou le tribunal administratif. Donc il n'y a pas d'arbitraire. Il y a un juge à la fin qui doit se prononcer. Philippe Bennassaya et Thierry Keller ensuite. Alors pour moi, la sécurité est la première de nos libertés. Donc voilà, je vous le dis, il n'y a pas de sécurité. Donc les régimes ultra-sécuritaires sont des régimes. Il n'y a pas de sécurité sans liberté, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Donc on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Et je vois que c'est un fil. Et évidemment, je vous laisse tout de suite la parole. C'était Charles Maurras. Je vous laisse la parole, Philippe Bennassaya, évidemment. Moi, ce que je me dis, c'est, j'ai pas souvenir de, enfin, en tout cas dans les 5-6 dernières années, il n'y a qu'en France qu'on voit ces images-là. J'entends pas parler de ce type de manifestation dans d'autres pays européens, sauf évidemment G7 ou G20. Ça a commencé là, ça a commencé à Gênes. Je parle des grandes manifs, je parle pas d'un grand rassemblement international, je parle de manifs nationales. Je voulais en venir, parce que je vois qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que vous dites sur la police comme sur les Black Blocs. Je vois qu'il y a un vrai fil conducteur de contestation ou d'indulgence. Enfin bref, moi ce que je vois, si, mais parce que on pinaille sur des gens qui sont extrêmement dangereux et qui tueront un jour peut-être. Et là, on en reparlera. Le jour où il y aura un mort, là, on pourra parler différemment. Mais vous avez posé une très bonne question. Pourquoi ce n'est qu'en France? Je vais vous dire pourquoi ce n'est qu'en France. D'abord parce que d'où vient cette mouvance, cette violence? Elle vient de l'extrême gauche. Et notre extrême gauche, anarchiste ou radicale ou tout ce que vous voulez, elle ne vient pas de la droite, de la gauche ou de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est majoritairement à l'extrême gauche. Et on a encore en France une sorte de complaisance, d'indulgence à nommer les choses à l'extrême gauche. C'est-à-dire que si ça avait été des casseurs de l'extrême droite, on aurait dit des fachos. On aurait dit tout de suite ce sont des fachos. Là, on dit ce sont des casseurs. Et quand on commencera déjà à changer notre sémantique, et quand on commencera à nommer les choses, on pourra peut-être s'attaquer au mal. Ce sont des militants ultra-violents, radicaux, qui contestent notre société libérale et qui contestent et qui instaurent une politique du chaos. C'est leur politique. Cette politique, je termine, cette politique, elle pourrit les manifestations dans notre pays, elle pourrit notre liberté. Vous êtes attaché à la liberté, moi aussi, mais elle pourrit notre liberté et ça va mal se terminer parce qu'il y a une indulgence, il y a une sorte de complaisance à l'égard de ces gens-là qui sont d'une extrême violence. La violence est constamment à l'extrême gauche à chaque manifestation. Au bout d'un moment, il faut nommer les choses et ensuite s'attaquer aux racines du mal. Si on commence à philosopher sur des militants disant oui, l'état de droit, la liberté des uns et des autres, on ne fera jamais rien. De la réponse, sachant qu'en plus, pardon Mathieu Slama, mais il me reste 1 minute 30 et il y a un petit peu d'actu à caler dans 7 minutes. Vous n'avez pas fait sans doute beaucoup de manifestations du 1er mai. Bon, moi, quand j'étais plus jeune et que j'étais plus de gauche que ça, j'en faisais beaucoup. Ah, vous étiez plus de gauche que ça? Je plaisante. Oh, oui. Je plaisante. En tout cas, c'est ce que dit mon entourage. Mais jadis, si je peux me permettre de parler comme ça, le service d'ordre des syndicats rigolait pas du tout. Ça c'est fini, ça c'était avant. Ça c'était avant. Mais donc, c'est pour répondre à votre affaire de porosité et de complaisance, parce que c'est pas exactement vrai. Le service d'ordre de FO et de la CGT, c'est quelque chose. Ouais. En revanche, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. En revanche, on peut parler d'une certaine forme de complaisance de certains individus qui ont par ailleurs profité d'une manifestation syndicale pour aller y faire de la politique, suivez mon regard, et qui ont précisément désigné le préfet allemand comme étant responsable de ces manifestations. Je trouve que là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Après la pub, on va revenir sur cette séquence entre le pompier et cette jeune femme, et surtout donc, sur les propos de Jean-Luc Mélenchon et la réponse de Gérald Darmanin à propos de ce qu'auraient dû faire ou pas les forces de l'ordre dans ce contexte. On marque un point sur l'actualité, la pub, et on se retrouve.
Pour sanctionner la Russie de son invasion en Ukraine, l'Union européenne réfléchit à un embargo progressif sur le pétrole russe. Les 27 réunis ce lundi devraient organiser un calendrier de nouvelles mesures dans la semaine. Ensemble, ils réfléchissent à la sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes. Au procès des attentats du 13 novembre, jusqu'à 3 ans de prison ont été requis contre des complices en Belgique. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir fourni une aide militaire ou financière aux terroristes. Ce procès se tient parallèlement à celui de Paris et concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française. Et puis en Chine, les autorités serrent la vis et prennent des mesures drastiques à Shanghai. Les habitants testés négatifs sont eux aussi placés à l'isolement et ce, en plus d'un confinement strict. Objectif, enrayer la contagion de Covid, largement épargnée depuis 2 ans. La Chine affronte actuellement sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020. Attention. De retour sur le plateau de Soir Info avec mes invités Thierry Keller, Mathieu Slama, Philippe Bennassaya, William T, Mathieu Vallet du syndicat, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police qui est toujours avec nous. On reste encore quelques instants sur ces manifestations du 1er mai. Il y a une séquence qui ne vous a certainement pas échappé, qui a ému beaucoup de gens depuis hier. C'est ce fameux pompier qui tente en vain d'éteindre un début d'incendie en milieu de rue avec des barricades créées par ces fameux radicaux violents. Et là, cette femme qui apparemment est une street medic, mais on va en savoir plus dans quelques instants grâce à Sandra Buisson, qui vient l'agresser littéralement. Regardez. Séquence ahurissante dont on va discuter ensemble, mais d'abord on en sait un petit peu plus sur le profil de cette femme et les conditions de son arrestation grâce à Sandra Buisson. Cette femme de 38 ans qui habite en Seine-Saint-Denis est connue de la police pour 2 faits de violence sur agents de la force publique. Pendant la manifestation hier, elle avait avec elle l'équipement des street medics du nom de ses militants qui se sont donnés pour mission d'apporter des premiers soins aux blessés dans les cortèges. Alors après le moment où on la voit s'en prendre à un pompier qui tente d'intervenir sur un feu, c'est place de la Nation que les forces de l'ordre vont l'interpeller vers 18h au moment de la dispersion de la manifestation. Et à ce moment-là, les policiers indiquent qu'elle s'est rebellée. Elle est d'ailleurs en garde à vue pour outrage et rébellion, mais surtout pour violence sur une personne chargée d'une mission de service public, c'est-à-dire pour l'agression du pompier de Paris, qualification qui lui est fait encourir 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mathieu Vallet, on va vous libérer, hein, ça fait un moment que vous êtes avec nous, mais c'est terrifiant ces images. Ah bah, elles sont terrifiantes et moi j'ai mal à ma France quand on voit un policier, un pompier, un élu ou un enseignant qui se fait fracasser comme ça parce qu'il fait sa mission de service public. S'en prendre à celui ou celle qui porte l'uniforme, c'est balafrer notre pays, c'est balafrer la France. Et en réalité, je vais le dire parce qu'il y a quelque chose de positif, moi je suis très fier des compagnies républicaines de sécurité, des compagnies d'intervention de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris hier, qui n'ont rien lâché, qui n'ont pas reculé et qui grâce à leur action ont permis d'interpeller cette spécialiste du désordre public parce que cette dame sous couverture de street medic qui en réalité n'ont aucune légitimité pour porter assistance ou soigner des personnes blessées. On rappelle qu'il y a les pompiers, sauf que là, les pompiers, lorsqu'ils sont chargés de faire leur travail, elles les accueillent à coups de poing dans un casque et une prise à partie comme on peut le voir avec le tuyau sur vos images. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des sanctions fortes. Et là, vous voyez, c'est le package qu'on propose habituellement. Il faut mieux incarcérer pour mieux protéger. Cette personne, si notre proposition syndicale est retenue, elle fera l'objet d'un déferment devant l'autorité judiciaire et elle risquera une peine minimale et une peine maximale qui aujourd'hui n'existe pas dans le code pénal. Quand vous allez devant le juge, il faut avoir l'assurance que vous écoperez d'une peine minimale avec même une courte peine de prison s'il faut pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas fracasser notre société et les gens n'importe comment aujourd'hui en France. Mathieu Vallet, pardon, mais vraiment, et je vous demanderai une très courte réponse, mais on pourrait prendre les paris et je sais très bien ce que vous allez me répondre sur ce qui va arriver à cette femme et aux dizaines d'autres gardés à vue. Franchement.
Ah bah oui, mais de toute façon, cette dame, Sandra Buisson l'a dit, elle est connue des services de police. Mais enfin, on n'invente pas l'eau chaude. Je veux dire, on sait très bien que 5% des multirécidivistes font 50% des actes de délinquance. Donc dès qu'on aura décidé politiquement et judiciairement de mettre ces gens en état de nuire, vous aurez une délinquance réduite de moitié avec des victimes aussi qui seront moins présentes sur la voie publique. C'est plus de voyous dans les prisons pour avoir moins de victimes dehors. Après, c'est un choix de société. Est-ce qu'on préfère plus de voyous dehors avec plus de victimes ou est-ce qu'on préfère incarcérer ceux qui nous fracassent et du coup protéger les personnes qui ne demandent rien et qui à chaque fois font lire de ces multirécidivistes qui en fait ne comprennent rien, ni le passage devant le juge, ni les alternatives comme les rappels à la loi, comme les tâches de citoyenneté, comme les travaux d'intérêt général. Non, ces gens-là, ils comprennent que quoi? Que la prison, parce que quand ils sont en prison, ils sont pas dehors, et quand ils sont pas dehors, ils fracassent pas notre société. Après, on va nous dire que la liberté, elle doit primer. Bah oui, la liberté des victimes, elle doit primer, la liberté des gens, elle doit primer. On doit pouvoir manifester, se déplacer, le soir rentrer chez soi sans pour avoir peur de se faire fracasser par des gens qu'on connaît qui sont remis dehors. Merci beaucoup Mathieu Vallet. Merci d'avoir interrompu votre soirée parisienne pour nous répondre dans Soir Info. À bientôt dans notre émission. Philippe Bennassaya, on reste sur ces images quelques instants avant de passer à autre chose, mais quand même analysons quelques instants. À quel degré de fanatisme faut-il être pour empêcher un pompier de travailler dans un contexte comme celui-ci en considérant finalement que c'est un ennemi de classe? On en est là? C'est ça. Vous avez dit le mot et c'est pour ça que je tourne mon propos depuis le début sur le radicalisme, sur l'extrême gauche et pas sur la gauche et ni sur la droite, parce qu'il y a, je pense, un consensus sur la liberté, sur la sécurité dans notre pays, dans les partis traditionnels. Mais là, ce qu'on a dit au début d'émission, vous l'avez un peu résumé, vous, sur les gardés à vue en ce moment. Oui. Il y a bien un problème entre la police et la justice. Il y a bien un problème entre la police et la justice, puisqu'on sait, et vous en faites le pari, on sait que les gardés à vue, et peut-être même cette dame, sortira. Moi, ce que je vois, c'est comment... Elle a un petit rappel à la loi. Comment peut-on agresser un pompier? Ça, on est arrivé dans un état de sauvagerie. Surtout qu'elle est d'une unité médicale. Alors, ils sont complètement indépendants, c'est improvisé. C'est une militante. Oui, enfin, elle est quand même là pour soi. Non, mais il y a un symbole, Philippe Bennassaya, parce que c'est pas juste quelqu'un qui est en noir, cagoulé, c'est quelqu'un qui a du matériel médical pour aider les blessés. Et elle vient entraver l'action d'un pompier. Et elle blesse quelqu'un. Enfin, elle blesse. En tout cas, elle le frappe. Oui, elle le frappe, mais il est très courageux. Oui, bien sûr. Mais pour s'en prendre aux pompiers, franchement, comme pour les autres, mais pour s'en prendre aux pompiers, il faut vraiment être dans un état de barbarie interne qui est indicible. Thierry Keller, une réaction à ce qui vient d'être dit, peut-être? Ouais, c'est très difficile parce que là, en fait, notre ami syndicaliste a tiré tous les fils pour parvenir à un truc qui est complètement délirant. Les policiers avant tout, je le rappelle, parce que vous aimez bien l'appeler syndicaliste depuis le début de la soirée. J'ai compris. Il est commissaire d'abord. D'accord. Il est commissaire de police. Non, mais jeune commissaire d'ailleurs, on peut le féliciter. Mais après ça, quand vous arrivez devant cette situation, vous avez envie, clairement. Les pompiers sont des gens, je vais dire des mots banals, mais vraiment formidables. Dans ce pays, c'est peut-être plus que tout le monde, ce sont ceux qui sont en première ligne parce qu'ils se font appeler en gros pour un oui ou pour un non. Je ne sais pas par exemple si cette image vous l'avez vue en direct, mais en tout cas, la première fois que vous avez vu cette image, vous vous êtes dit quoi? Où est-ce qu'on est là? Mais c'est évident, mais vous l'avez dit, il y a un problème d'autorité. Après ça, non mais pardon, je veux pas encore une fois, je veux pas je veux pas être moi-même m'instrumentaliser moi-même sur le. Mais à force de vouloir, à force de penser que tout est instrumentalisé. Oui, d'accord, mais moi je veux pas transformer en guitare, monsieur. Excusez-moi, pardon, mais. Ok. Pardon pour le mot, mais. Ok, c'est votre bon mot du soir. Pardon pour le mot, mais. Non mais. Je pense qu'il faut arrêter de nous faire croire que notre pays est à feu et à sang. C'est faux. Il y a un problème avec l'ultra-gauche. D'ailleurs, moi, je pense que c'est des méthodes de fascistes. Donc ça n'a rien à voir avec l'ultra-gauche. Ça a à voir avec des méthodes de FAF. Voilà. Donc, non, c'est l'ultra-gauche. Oui, d'accord, mais en réalité, ça donne la même chose. Les fascistes, parce qu'on veut pas les appeler, on veut pas les appeler. Donc, Street Medic, pour moi, ça me fait penser à ces fameux crypto-journalistes qui se baladent dans les manifestations sans carte de presse. Alors, il paraît que certains en ont eu après. Puis même ils vont se présenter aux élections. Mais évidemment. Donc ça, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Voilà. Donc il est 22h. Je vous dis, si je veux qu'elle aille en prison, qu'elle fasse un peu de tôle, c'est mon opinion personnelle. J'espère bien que c'est pas mon ressenti qui va faire la politique de ce pays à l'avenir. 22h pile ou presque, le rappel de l'actualité et on conclut cette conversation. Le problème de la police reste la justice. Le cri de colère des policiers rassemblés partout en France après l'affaire du Pont-Neuf. Des manifestations ont eu lieu un peu partout ce lundi à l'appel des syndicats Alliance et UNSA Police. Ces policiers dénoncent la mise en examen de leurs collègues pour homicide volontaire. Écoutez. Le premier objectif, c'est de soutenir notre collègue, notre jeune collègue de 24 ans qui est jeté en pâture avec cette qualification pour meurtre. Et le deuxième objectif,
il est justement sur cette qualification où on a un vrai sentiment d'incompréhension, même un sentiment de colère. On ne comprend pas cette décision qui a été prise par les magistrats de partir sur une qualification la plus haute. En cas justement où des individus, des mises en cause, foncent sur des policiers qui sont en service, cette qualification n'est pas retenue. Il faut que nos collègues travaillent en sécurité juridique. À Paris, les stigmates de la manifestation du 1er mai bien visibles sur le parcours. Des banques, des agences immobilières et des sociétés d'assurance ont été saccagées. Du mobilier urbain a été dégradé. Des poubelles et autres objets incendiés. Des casses suivies parfois de pillages qui exaspèrent les commerçants et les riverains. C'est triste. On peut manifester sans rien casser, à mon avis. Quand j'étais plus jeune, c'était pas comme ça le 1er mai. C'était des défilés très calmes. Mais maintenant, c'est plus ou pareil. Voilà. Je comprends pas. On est le 1er mai, c'est une fête et en fait, c'est juste une occasion pour saccager. Ça a servi à quoi tout ça? À rien du tout. Franchement, moi je suis écœurée. Au procès des attentats du 13 novembre, jusqu'à 3 ans de prison ont été requis contre des complices en Belgique. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir fourni une aide militaire ou financière aux terroristes. Ce procès se tient parallèlement à celui de Paris. Il concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française. Et au sujet de la casse donc, et des violences, pour conclure sur ce 1er mai, une passe d'armes a opposé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui estime que le préfet de police de Paris n'a rien fait pour empêcher les casseurs d'agir. Si on peut afficher son tweet publié hier, donc les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats, servent la propagande à nos pires adversaires. Ras-le-bol, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester. Propos à demi-mot complotistes, enfin vous me direz ce que vous en pensez. Gérald Darmanin qui répond au 3e sur le podium de l'élection présidentielle. Au lieu de s'en prendre aux fonctionnaires de la République, M. Mélenchon devrait soutenir les policiers, les gendarmes, les pompiers qui sont agressés et dont aucun doute ne montre que les casseurs s'en sont pris à eux pour les blesser, pour les tuer. Et l'absence de propos de soutien de M. Mélenchon à des fonctionnaires de la République qui risquent leur vie pour le protéger, pour protéger ceux qui manifestent, pour nous protéger, pour protéger l'institution de la République, est particulièrement insultant. Et j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et je sais que c'est le cas des grands leaders syndicaux, malgré les désaccords que nous pouvons avoir, mais j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et notamment M. Mélenchon ad hominem, à condamner ces violences et à lever toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir avec l'ultra-gauche. Mathieu Slama, de la part de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ce n'est pas un peu moi, culotté? Non, moi, culotté de reprocher au pouvoir de ne pas être assez ferme. Honnêtement, je pense que son tweet est un peu maladroit, en effet, sur le préfet, etc. Allemand. Maintenant, là où je suis d'accord avec lui, c'est l'invisibilisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, Lénine, quand il parlait des intellectuels occidentaux, il disait les idiots utiles. Et pour moi, ces casseurs, l'image qu'on a vue de cette femme-là, c'est honteux, voilà. Bah, pour moi, c'est des idiots utiles. Parce que ces gens-là, ils invisibilisent la manifestation. Le 1er mai, c'est le jour des travailleurs, c'est un moment de revendication très forte. Par exemple, on aurait pu parler du fait qu'on a appris récemment que la France était championne d'Europe des morts au travail. Championne d'Europe, donc c'est pas rien. Et ben on n'a pas parlé de tout ça, on a parlé des casseurs et c'est de leur faute, c'est de la faute des casseurs et là-dessus, voilà. Et pour moi c'est des idiots utiles parce que voilà, il y a plein de revendications dans cette manifestation, il y a des sujets sociaux fondamentaux aujourd'hui. Ça nuit totalement au message syndical. Voilà, et ça nuit totalement à la cause sociale qui est pour moi une cause fondamentale. On pouvait mettre sur le tapis tous les sujets liés aux travailleurs, que ce soit les conditions de travail, la question des salaires, la question, bref, 1000 sujets et voilà, au résultat on parle de ça et c'est de la faute des casseurs et donc voilà. Des idiots utiles. Voilà, commentaire sur cet échange, William Tay, Jean-Luc Mélenchon qui entretient encore une fois d'une certaine façon une sorte de complotisme, cette défiance envers les forces de l'ordre. Je ne vais pas rappeler qu'il avait remis au goût du jour l'affaire Mohamed Merah en rappelant qu'il y aurait des affaires plus ou moins douteuses avant les élections présidentielles. On en est là également avec le leader de la France Insoumise. Il ne faut pas l'oublier aussi. Jean-Luc Mélenchon a toujours des côtés complotistes. Mais par contre, sur ce point-là... Pas toujours. Non, mais il a des petits côtés complotistes. Par contre, sur ce point-là, moi, je suis sûr que c'est dommage que Mathieu Vallet n'est plus là. Je suis quasiment sûr que le préfet de police savait qu'il y avait les Black Blocs.
Quasiment certain. Je ne sais pas si Mathieu avait à l'oreille du préfet de police. Parce que moi, j'ai discuté avec certains préfets. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a laissé faire? Ça veut dire qu'au moment des Gilets jaunes, notamment, parce que j'avais posé la question, parce que ça a interrogé beaucoup de personnes, au moment des manifestations chaque samedi des Gilets jaunes, les préfets de police savaient à peu près combien de Black Blocs on avait le samedi. On ne savait pas où est-ce qu'ils étaient, mais on avait le nombre, et en termes de renseignement, on le savait. Et moi, je pense que le problème de Darmanin, et c'est pour ça que moi, je pense que je poserai la question différente. Moi, je pense que c'est un problème de volonté politique. Je pense que le gouvernement, et notamment Darmanin, est fort contre les faibles et faible contre les forts. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Pourquoi il laisse faire aussi? Si jamais, alors, partons du principe qu'éventuellement, on laisse un peu faire. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse un peu faire? Parce qu'on veut nuire à la manifestation, ou parce qu'au moindre heurt et au moindre débordement, on va parler de violence policière et ça va terminer avec des policiers qui seront jugés, qui seront accablés, qui seront coupables? Pour 3 points. Premièrement, comme aux Gilets jaunes, ils veulent devenir le parti de l'ordre et provoquer un vote légitimiste en vue des élections législatives. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas? Parce que c'est une manifestation de gauche et par conséquent, ils ont besoin des voix de gauche pour avoir une majorité absolue. Vous parlez de qui? Le gouvernement, très clairement, parce que vous avez vu dans les sondages donnent plutôt la gauche à un certain nombre de voix. Donc du coup, ils ne peuvent pas contredire et ne pas déplaire à une partie du vote de gauche. Donc là, pardon, alors j'essaie de comprendre. Vous servez la thèse de Jean-Luc Mélenchon. Oui, en gros, on a laissé faire à des vues politiques. Je pense qu'ils ont laissé faire. Je pense que les forces de l'ordre ont laissé faire sur ordre gouvernemental. On est à 2 doigts du complotisme là. Pardon, William Tay. Non, mais je vais justifier. Je pense que le ministre de l'Intérieur ne savait pas exactement où est-ce qu'ils allaient intervenir. Est-ce qu'ils savaient où est-ce qu'ils allaient intervenir exactement, comment? Mais je pense qu'on savait à peu près qu'il y avait des Black Blocs qui allaient venir lors de la manifestation parce que les renseignements territoriaux et les renseignements généraux le savaient et que par conséquent, non pas qu'ils ont laissé faire, mais en tout cas, ils n'ont pas mis la volonté politique pour pouvoir agir et réprimer les forces. C'est votre sentiment. Le mien, c'est qu'on laisse faire pour éviter de parler de violence policière et je suis peut-être naïf et je peux l'admettre évidemment. Qu'en pensez-vous, Philippe Bennassaya? Je pense plutôt que, je ne sais pas s'il y a cette thèse-là, je n'en sais rien honnêtement, même si on est bien informé au Parlement, mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, imaginez un seul instant si la police avait chargé sur les Black Blocs. C'est ce que je pense. Voilà. Imaginez un seul instant ce que la police aurait pris dans la figure, pour ne pas dire autre chose, s'il y avait eu un débordement d'un policier, un coup qui part ou un tir qui part. Bon. Moi, je suis un peu d'accord avec vous, M. Slama, quand vous parlez d'idiot utile. Mais quel est le premier idiot utile dans cette manifestation? C'est Mélenchon. C'est lui qui a dévié toute cette manifestation en faisant son show politique avec toutes les autres organisations de gauche et à faire son discours politicard le jour du 1er mai. Moi, je trouve que c'est lui le premier idiot utile. Il aurait dû laisser les syndicats exercer leur propre manifestation, leur propre liberté d'expression en étant interviewés, en étant en avant. Il a capté l'attention parce que il a gagné l'élection présidentielle, hein, Mélenchon, vous le savez tous. Donc forcément, il est sur le point d'être élu. Oui, non, mais c'est dingue. Pour le paraphraser, évidemment. On est devant une grande victoire. Donc moi, je pense que le premier idiot utile, c'est Mélenchon qui a totalement. Alors je ne parle pas des Black Blocs, hein, je parle simplement. Ce que vous parliez d'idiot utile, j'en rajouterai un, c'est Mélenchon. Voilà. Thierry Keller, pour conclure sur ce sujet, et on parle justement de la gauche et des alliances derrière. On va tous se dire qu'on ne sait pas. Non mais bon, vous pouvez supputer, il peut y avoir des trucs, comment dire, des instrumentalisations, hein, voilà, je crois qu'on peut le dire là. Mais on peut peut-être dire qu'il y a un coupable, c'est les Black Blocs. Non mais sincèrement, je veux dire, c'est pas. Je pense qu'on peut tous se rejoindre en effet. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Non. Non, mais par exemple, qui n'est pas non plus une arme par destination. Attention. Et c'est pas. Et je pense pas que ce soit. Pardon. Hein, je vois l'idée. Non mais j'ai fait des manifs étudiantes. Je sais ce que c'est. Quand il y avait des casseurs, on critiquait le préfet. C'est de bonne guerre. Non, mais moi je vous pose. Mais avant toute chose, il y a un problème de radicalité dans ce pays, de violence, et qu'il faut l'éradiquer. Je suis pas d'accord avec votre. Non, mais moi je pose une seule question. Quand vous prenez la manifestation des Gilets jaunes, on a pu envoyer des blindés, des forces d'intervention pour arrêter les Gilets jaunes. Et au même moment, juste à côté, vous aviez quand même à ce moment-là. Non, mais juste à côté, dans certaines rues parallèles, vous aviez des Black Blocs et on n'est pas intervenu. Tout simplement parce qu'en fait, si vous envoyez les policiers sur les Black Blocs, et ben ce sont les policiers qui vont aller en prison et qui vont se faire condamner, tout simplement. C'est tout. C'est ce qu'on disait il y a un instant. Je suis pas idiot, je vois ce que vous voulez dire. Mais je pense que. Par ailleurs, rappelons que c'est une manif assez minoritaire. Il n'y avait pas grand monde dans cette manif. Donc, moins il y a de gens dans une manif, plus il y a de bordel. On va avancer, puisqu'on parle de la gauche d'ailleurs. Continuons. La gauche et les affaires politiques, donc, qui se met en ordre de marche autour de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre des législatives. Un accord aurait été trouvé entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. 100 circonscriptions leur sont réservées. Les discussions se poursuivent également avec les socialistes. Jean-Luc Mélenchon qui se rêve toujours en Premier ministre d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas, Monsieur Bennassaya? Mais d'abord, cet accord acté avec les Verts, comment ont-ils fait? On voit assez mal, Mathieu Slama, pour commencer, la cohérence idéologique
notamment sur l'Europe. Alors on peut peut-être, juste avant de vous entendre, voir le tweet de Sandrine Rousseau et entendre Julien Bayou. Sandrine Rousseau qui, après ses accords, a tweeté aujourd'hui. On va le voir s'afficher. C'est parti, cher Thomas, merci beaucoup. Et que vive la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, puisque c'est le nouveau nom de l'Union populaire, en effet. Et puis Julien Bayou qui a réagi à cet accord. Mathieu Slama, on vous écoute juste derrière. Ça discute d'un accord global, d'une coalition à laquelle nous souhaitons fortement que les socialistes, mais aussi les communistes et d'autres forces qui se rejoignent sur ce projet ambitieux participent. Voilà. Et donc, moi, je me réjouis que peut-être le fait que Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise aient démarré cette bannière commune permette peut-être d'aller encore plus loin. C'est la condition pour nous pour aller chercher une majorité qui permette de mettre en œuvre ce projet ambitieux. Je vais me répéter, Mathieu Slama, comment ils ont fait? Pardon, là encore, je me demande. Il y a tellement de différences idéologiques. Moi, je veux dire... Sur l'Europe. Attendez, Mathieu Slama. Je pense que déjà, ça vient du traumatisme de la courte défaite de Jean-Luc Mélenchon, qui, pour beaucoup de gens à gauche, aurait pu être évité s'il y avait eu cette alliance. Et je pense que les gens se disent, si on avait eu un Épinay, J'ai oublié l'abstention, mais je laisse poursuivre. Voilà, si on avait eu un Épinay, c'est-à-dire 6 mois avant, en tout cas 6 mois avant la présidentielle, on aurait fait ça. Peut-être qu'on aurait pu gagner. Et je pense que ce traumatisme-là a fait beaucoup évoluer les mentalités à gauche. Moi, je me réjouis, je vais vous dire, je me réjouis qu'il y ait potentiellement, parce que c'est vers ça qu'on visiblement on va, qu'il y ait une force de gauche forte en France et qui soit unie. Sur le programme, moi, je suis désolé, j'ai regardé le programme sur lequel ils sont mis d'accord. Moi, je trouve que c'est un programme de gauche tel que qui pouvait être celui du Parti socialiste. J'ai quelques mesures, mesures phares. Bah, le SMIC à 1 400 €, la retraite à 60 ans, la planification écologique, la 6e République, le non-respect de certaines règles européennes. Mais l'Europe Écologie Les Verts, Écologie Les Verts. D'abord, il y a deux choses. Pardon, j'ai pas compris. D'abord, il y a deux choses. Il y a d'un point de vue social, le programme sur lequel ils sont mis d'accord est un programme très de gauche qui, moi, je trouve positif. Je veux dire, qui est contre... Enfin, quand on est de gauche, comment on peut être contre le SMIC à 1 400 €? Comment on peut être contre la retraite à 60 ans? Comment on peut être contre la déprésidentialisation de la 5e République? Comment on peut être contre du blocage des prix des produits de première nécessité, de la planification écologique, etc. Les règles européennes. Sur un fondement social, règles européennes, Mathieu Slama. Sur l'Europe, en effet, vous avez Europe Écologie Les Verts, où une partie, notamment des militants très européistes, qui peuvent trouver un peu étrange cette idée de désobéissance. Mais en réalité, Julien Bayou lui-même, Mélenchon l'avait rappelé, avait appelé à une désobéissance européenne il y a quelques années. Donc, premièrement. Et puis, deuxièmement, je crois que l'idée de Mélenchon, qui est de dire il faut qu'à certains moments, on puisse désobéir à l'Union européenne quand ça va à l'encontre des intérêts, notamment des plus pauvres ou des droits des citoyens, etc. Moi, je trouve que ce n'est pas aberrant, personnellement. Et puis, d'autre part, je pense que des forces progressistes comme ELV peuvent estimer également que ça va dans le bon sens. Donc, je suis d'accord que sur certains points, il y a des divergences idéologiques fortes. On pourra parler aussi du nucléaire entre le Parti communiste et pas du Parti socialiste, surtout. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on se met d'accord, ils se mettent d'accord sur un programme qui est vraiment de gauche. Et moi, ça, personnellement, je m'en réjouis, indépendamment de ce qu'on peut penser de chaque parti politique. Et voilà. Alors, pour l'instant, accord LFI-ELV. Il reste le PS, le PCF. Ça va être dur quand même. Bon, c'est pas dur, c'est honteux. Moi, je trouve que c'est un accord électoraliste qui intervient dans des circonstances. Trahison, disparition, abandon des idées. Ce que Gambetta appelait l'opportunisme, c'est-à-dire non pas l'adjectif actuel, mais c'est se conformer aux réalités du moment. Ils se sont conformés aux réalités du moment. Ils font une grande alliance pour gagner une élection. Ce que moi, je trouve bizarre, c'est plusieurs choses. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, Mélenchon se prend pour le chef aujourd'hui qui a perdu. Il n'a même pas passé le premier tour, mais enfin, c'est pas grave. C'est le leader de la gauche aujourd'hui. Il joue le leader justement de la gauche. Mais il joue pas, il l'est. Est-il à gauche? Parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de digue. Dans ces cas-là, moi, je demande à la droite aussi, je ne demande pas, mais je fais l'avocat du diable, je demande aussi à la droite de ne plus respecter de digue. Et dans ces cas-là, vous avez donné l'argument du résultat au présidentiel en disant si c'était uni avant, Mélenchon serait au second tour. Eh ben, si vous unissez la droite et l'extrême droite et les différents courants d'extrême droite, la droite, etc., nous aussi on est au second tour. Ce n'est pas un argument. L'argument de principe, c'est savoir si on met une digue entre la gauche et l'extrême gauche. Si on met une digue entre le socialisme de gouvernement, la social-démocratie et M. Mélenchon, ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous soumettez au diktat de Mélenchon, vous vous soumettez à ce qu'on a vu,
excusez-moi, au 1er mai, c'est-à-dire des posters de Staline, de Mao, etc. au 1er mai, ça veut dire que vous validez ça. Moi, je ne valide pas. Vous savez que Mitterrand était allié aux communistes. Moi, mais oui, mais je le mets. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Les communistes d'hier ne sont pas LFI d'aujourd'hui. Je suis pas certain. Non, mais ça veut dire que je pose la question. Y a-t-il une digue? Voilà, en plus. Je termine, y a-t-il une digue dans ces cas-là à droite? Dans ces cas-là, on ne met pas de digue à droite. On ne met pas de digue à droite. Et dans ces cas-là, tout le monde s'allie pour des raisons électoralistes et pour gagner, sans parler des principes et des valeurs. Moi, je trouve qu'il y a une gauche de gouvernement, une gauche social-démocrate qui n'est pas soluble avec l'extrémisme radical. Parce que les thèses de LFI, dans cette position de force soumission, sont les thèses qui sont imposées à tout le monde. Non mais il faut être honnête. Thierry Keller et William Tay. Ok, bon, alors... pardon, il est 22h17, j'ai oublié le JT Actu et c'est à vous. Barbara Durand, pardon. Pour sanctionner la Russie de son invasion en Ukraine, l'Union européenne réfléchit à un embargo progressif sur le pétrole russe. Les 27 se sont réunis ce lundi. Ils devraient annoncer un calendrier avec de nouvelles mesures dans la semaine. Pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire, 16 millions de volailles ont été abattues depuis le mois de novembre en France. Un nombre d'abattages record suite à une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire. Le ministère de l'Agriculture précise que le pic de l'épidémie a été passé fin mars et que l'épizootie décélère. En Chine, les autorités serrent la vis et prennent des mesures drastiques face à la flambée de Covid. À Shanghai, les habitants testés négatifs sont eux aussi placés à l'isolement. Objectif, enrayer la contagion au plus vite. Largement épargnée depuis 2 ans, la Chine affronte ces dernières semaines sa pire flambée épidémique depuis le printemps 2020. La discussion est passionnante autour de cette alliance d'Esch-Gauche. Ce que soulevait Philippe Bennassaya est intéressant également. Est-ce que la digue doit tomber entre une gauche traditionnelle et une gauche dite plus radicale, voire extrême? Thierry Keller sur cette question. Bon, alors pour l'instant, il n'y a pas d'alliance des gauches. Il y a absorption, de micro-partis par l'ogre mélenchonien, qui d'ailleurs lui-même ne dit plus qu'il est de gauche depuis 2017. Non, c'est pas vrai. Moitié vote utile quand même. Pardon, moitié vote utile. C'est d'ailleurs pour ça que cette alliance a toutes les chances de se planter. Vous remarquerez par ailleurs qu'un grand nombre de dirigeants .E.S a voté directement Mélenchon au premier tour, savonnant la planche directement au seul candidat social-démocrate et fédéraliste sur le point de vue européen, Yannick Jadot. Donc Yannick Jadot s'est fait planter plusieurs poignards dans le dos par un certain nombre de gens qui tiennent les ficelles du parti écologiste français. Sa campagne désastreuse. Qui s'est non mais là si tu parles je peux plus parler. Et donc en réalité la ligne politique de l'appareil bureaucratique des Verts français est proche de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce n'est pas une surprise. Sur la question de l'Europe, je vous avoue que moi je suis assez surpris. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais quand il s'agira de désobéir au traité européen de la part d'Europe Écologie Les Verts... De toute façon, il ne s'agira pas de désobéir. Mais c'est se renier totalement. Et encore, je vous dis, on n'a pas encore entamé la question du PS. William Tay, je voudrais juste que vous voyez un élément. C'est le tweet de Manuel Valls qui lui a été reproché à demi-mot par Olivier Faure d'avoir été un traître à son époque. La réponse de Manuel Valls par un tweet cet après-midi. Il s'est fait plaisir. Des traîtres, Le Drian, Delanoë, Collomb, Parly, Castaner, Dussopt, Bourguignon, Touraine, Guigou, Rebsamen, Méadel, des millions d'électeurs, tous des traîtres, vieilles rengaines des partis qui disparaissent et des dirigeants qui abandonnent les valeurs, l'honneur, le courage. Moi, je pense qu'en fait, le PS, les Verts notamment, ne savent plus où est-ce qu'ils habitent. Ils ne savent plus ce que c'est que la gauche. Parce qu'en fait, il y a un deux poids, deux mesures. On interroge à chaque fois que Marine Le Pen est au second tour, on redit les mêmes éléments. Elle va quitter l'Europe alors qu'elle ne l'annonce pas et qu'ensuite elle est anti-républicaine. Par contre, on ne se pose jamais la question de Mélenchon. Alors qu'implicitement, il dit à peu près la même chose sur les questions des traités européens, alors qu'il dit à peu près qu'il va sortir, ce qui conduit implicitement à un Frexit. Et ensuite, sur la question de l'appartenance républicaine à Mélenchon, il faut véritablement se poser de questions dans les éléments qu'il donne. À chaque fois, il conteste un résultat. À chaque moment, il conteste les résultats. Et quand vous contestez les résultats, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc à chaque fois, il conteste les résultats. Et donc du coup, quand vous contestez les résultats, vous appartenez plus au caractère républicain. Pour reprendre ce terme. Mais député. Et c'est un des seuls leaders politiques
qui, à chaque résultat, dit le président n'est pas légitime, donc du coup, si on ne gagne pas les élections, on va se battre dans la rue. Qu'est-ce qu'il y a de républicain dans Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il y a de républicain dans Jean-Luc Mélenchon? Après, sur les cas spécifiques, pourquoi est-ce que les Verts le font? Parce qu'en fait, les verts sont des pastèques, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont verts en extérieur et ils sont rouges à l'intérieur. Et en fait, ils sont pas en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Ils sont quasiment d'extrême gauche sur la plupart des sujets. Il y en a quelques-uns qui sont oui, sauf que européens. Sandrine Rousseau n'est pas Yannick Jadot. Non, mais Yannick Jadot est plus proche d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon dans ces éléments. Et c'est pour ça qu'il y a une scission entre deux. Et c'est pour ça qu'il y a le tweet de Manuel Valls, il y a l'opposition avec Olivier Faure, c'est qu'il y a deux gauches irréconciliables. Il y a une gauche qui est républicaine, qui a notamment participé à la construction de la République, qui a créé le principe de laïcité, qui a développé l'ensemble des droits sociaux. Et il y a une gauche qui est anti-républicaine, qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. C'est une alliance de la honte uniquement pour sauver des postes électoraux. Je viens vers vous juste après. Il y a dans notre pays, c'est historique, depuis 60 ans, 70 ans, une indulgence à l'égard de l'extrême gauche, une indulgence à l'égard de tout. Parce que c'est le camp du bien. C'est le camp du bien. On a été trotskiste jeune à 20 ans, on a infiltré le Parti socialiste, c'est tout à fait normal. Vous auriez adoré. Non, mais c'est génial, c'est super. Ok, très bien. Moi, j'ai grandi, ça fait 40 ans que je fais de la politique, j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait faire des digues. Heureusement d'ailleurs, des digues avec l'extrême droite parce qu'il y avait le fascisme en France. Aujourd'hui, le fascisme est résiduel pour moi, ou alors l'extrême gauche est fasciste, dans ces cas-là, elle n'est pas résiduelle. Mais voilà, il y a une sorte de camp du bien. L'extrême gauche fait partie du camp du bien, mais je répète ma question parce qu'elle est essentielle. Je ne pense pas que Mélenchon soit à gauche. C'est un populiste, c'est un radical. Il est pour les petites dictatures à 2 euros d'Amérique du Sud. Il est pour les pancartes avec Staline et Mao au 1er mai. Ça ne le choque pas. On n'est pas dans les partis traditionnels. On n'est pas dans les valeurs traditionnelles de la République. On n'est pas dans les valeurs traditionnelles de la République. Jean-Luc Mélenchon, pardon. Il ne l'est pas. Quand vous voyez ces déclarations, on a rappelé les déclarations de Mera, les déclarations, ces manifestations en 2019 avec les islamistes. C'est pas ça. C'est pas possible. On peut pas dire. On peut pas se satisfaire du fait qu'il n'y a pas de digue entre la gauche et l'extrême gauche. C'est pas possible. Voilà. Parce que c'est le camp du bien. C'est le camp du bien. Comment le PS pourrait accepter ça? Je voudrais répondre à ça parce que vous avez raison sur une chose. Vous avez raison sur une chose, c'est qu'il y a deux gauches. Il y a deux gauches. Sauf que je crois que vous vous trompez fondamentalement sur quelles sont ces deux gauches. Donc Mélenchon, c'est la gauche. Alors, vous avez une gauche social-démocrate, libérale, qu'on a vu au pouvoir. C'est François Hollande, Manuel Valls, etc. On a vu ce que ça a donné. Ça a donné une politique de droite. D'un point de vue économique, en tout cas, ça a donné une politique de droite. Et vous avez une gauche, en effet, plus radicale, entre guillemets, mais qui est en fait une gauche qui revient aux fondamentaux de la gauche. Je veux dire, mais non, vous regardez le programme de Mélenchon aujourd'hui, c'est le PS, c'est pas l'extrême gauche, c'est le PS des années 70. Mais pourquoi? Parce que c'est le PS des années 70. C'est une politique en faveur des travailleurs, augmentation des salaires. C'est la droite du RPR de 1989. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle de la gauche. On parle de la gauche. Et juste pour finir. Le vrai débat, c'est ça. C'est une gauche social-démocrate libérale. On a vu ce que ça donnait. Et elle est plus de gauche. Enfin, Manuel Valls n'est pas de gauche. Et d'ailleurs, il a rejoint Emmanuel Macron. Et cette gauche-là, elle a vocation à rejoindre Emmanuel Macron. Et la gauche de rupture. Alors pourquoi il y a des accords de Mélenchon, qui, alors moi j'ai des critiques sur Mélenchon, notamment sur sa politique au niveau international, vis-à-vis de la Russie, etc. Donc moi je suis pas. Voilà. Donc si j'entends bien. Et sur les libertés publiques, si je vous entends bien, Mathieu Slama, m'ont plutôt fait plaisir. La gauche du Parti socialiste est morte. Elle est divisée en deux, entre celle qui se rapproche du centrisme macroniste et celle qui se rapproche de l'extrémisme mélenchoniste. Non, mais il n'y a pas d'extrémisme mélenchoniste. Il n'y a pas d'extrémisme. Écoutez, moi je vais vous dire, la gauche aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, la gauche aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. On a compris, il n'y a pas d'extrême gauche dans ce pays. Thierry Keller. Le NPA est d'extrême gauche. Oui, parce que si tu ne... Et c'est pas la même chose. Parce que c'est un anticapitaliste. Le NPA est anticapitaliste radical. Le NPA n'est pas dans le deal des accords? Comment? Le NPA est dans le deal. Si, mais ça, le NPA, par contre, en effet, le NPA, c'est le truc. Mais c'est sûr, on peut revenir. Ils ont tout et son contraire. Non. Allez-y. Bon, d'abord. Ça tient pas, franchement. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 40 secondes et je ne sais pas si William Tev veut dire un petit mot aussi. Bon, d'accord. Alors, 40 secondes. D'abord, c'est beaucoup à la fois. C'est pas l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est vraiment ce que vous disiez, c'est les mouvements trotskistes. Bon, là, on est plutôt dans un schéma. Alors, si on veut faire un peu d'histoire, on est plutôt dans un schéma à la 1920. À savoir. Le Congrès de Tours, le Parti communiste qui fait main basse sur le Parti socialiste, avec les fameuses 21 conditions de Zinoviev qui ressemblent peu ou prou à ce que propose... le Parti communiste qui est parti. Mais bien sûr. Et avec un Léon Blum qui dit qu'il va garder la vieille maison. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le Léon Blum qui va dire halt. Je dirais pas le mot diktat parce qu'il est un peu fort, mais en tout cas au
au desiderata de l'Union populaire. D'ailleurs, Union populaire écologiste machin fait fortement penser à URSS. Donc, j'avais même pas pensé. Oui. Il y a un côté complètement hallucinant à cumuler tous ces mots comme ça là. Et donc la question, c'est de savoir si effectivement il existe une gauche social-démocrate qui va reprendre le flambeau. C'est vrai, elle s'est fait un peu cramer au pouvoir, mais il y a besoin peut-être d'une nouvelle génération qui va prendre la main. C'est terminé, à moins que William Tell en 5 secondes. Bon, ça tombe bien, parce que j'avais vraiment pas le temps. Merci à tous les 4. Le débat était passionné et passionnant à écouter, et je vous en remercie. Je vais accueillir d'autres invités. Après la pub, on va revenir sur les sujets qu'on a traités, mais on va aussi commencer l'émission avec ce qui se passe à Shanghai, parce que c'est juste hallucinant de voir que 27 millions de Chinois et d'expatriés sont enfermés, emprisonnés chez eux pour un infime nombre. Infinitésimale quantité de cas Covid. J'aurais pas dû me lancer dans cette phrase. Merci, on revient juste après la pub avec mes invités. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. On est ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité. Dans un instant, vous verrez ces images à Shanghai où 25 millions de personnes sont confinées depuis un mois. On en dira quelques mots avant de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end en France. Mais à 22h30 précisément, avant de vous présenter mes nouveaux invités, l'actualité avec Mathieu Devez.